Call of War, un jeu de stratégie PvP gratuit où vous pouvez choisir un pays et le diriger durant la Seconde Guerre mondiale. Combattez jusqu'à 100 autres joueurs en temps réel avec l'armée que vous vous construisez, avec vos unités et vos armes secrètes, ou alliez-vous avec eux pour vous assurer de la victoire. La France va-t-elle réussir à sauver l'Alsace cette fois ? Eh ben... pas cette fois. Chacun sa stratégie, car tout est possible. Jouez sur PC ou mobile et cliquez sur le lien en description pour obtenir 13 000 pièces d'or et 1 mois d'abonnement premium. L'offre n'est disponible que 30 jours à partir de la sortie de cette vidéo. Donc ne traînez pas. En 1887 naissait en Autriche-Hongrie, à Tchernowitz, un homme appelé Karl Kasil Blitz. Alors ce nom ne vous dit certainement rien, et son histoire d'ailleurs est relativement peu connue. Mais elle vaut le détour. Passionné par le tableau des éléments de Mendeleïev, notamment parce qu'il peut être compris et lu quelle que soit sa langue maternelle, Karl Blitz suit à Vienne des études de chimie et en ressort diplômé en 1922. Il travaille ensuite pour la télé allemande et pour une boîte d'électronique avant d'être inquiété par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Parce qu'en effet, Blitz est juif. Il est alors déporté à Dachau puis Buchenwald, mais il réussit à se faire libérer en 1939 grâce aux relations de sa femme, allemande et catholique, et il fuit alors pour l'Angleterre. Sa femme, de son côté, organise sa propre fuite. Elle rejoint la Grèce, mais l'Italie envahit la Grèce. Elle doit fuir à nouveau vers l'Est, passe alors par la Turquie, la Sibérie et rejoint enfin Shanghai, en Chine. De son côté, Karl Blitz quitte l'Angleterre pour le Canada, il atteint ensuite le Japon, puis finalement Shanghai en Chine, où le couple se réunit alors pour la fin de l'année 1940. Mais voilà, le Japon finit par occuper Shanghai aussi. Le couple Blitz se retrouve alors dans le ghetto juif de Hongkou, où 20 000 réfugiés sont entassés avec la population chinoise locale. Quoi qu'il en soit, après la guerre, le couple Blitz migre en Australie. Comme aucun des diplômes de Karl Blitz n'est reconnu dans ce pays, il travaille alors comme ouvrier agricole. Il adopte officiellement la version anglicisée de son nom, Charles Bliss, et finit par obtenir, avec sa femme toujours, la nationalité australienne. Et là, normalement, vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça. Eh bien parce que sans avoir toutes ces informations, vous ne comprendriez pas pour quelle invention Charles Bliss est connu aujourd'hui. En vivant avec la population chinoise dans le ghetto de Shanghai, Charles Bliss a été confronté au système d'écriture chinois sur lequel il avait tout un tas d'idées préconçues, comme beaucoup d'ailleurs. Il s'y est initié par la force des choses, mais Bliss n'a jamais appris la langue chinoise pour autant. Alors il a essayé, mais il s'est ensuite dit qu'il lui était plus facile d'associer la lecture des caractères chinois à la langue allemande qui était sa langue maternelle. C'est alors que lui vint une idée pour répondre à une question qu'il se posait déjà depuis un moment. Peut-on concevoir un système d'écriture basé sur des symboles ou des idées qui s'affranchit des langues orales, et un système qui soit en quelque sorte universel à tous? Alors évidemment, il n'est absolument pas le premier à se poser une telle question. Au contraire même, il s'inscrit même dans tout un courant de pensée qui est à l'origine même des langues construites comme le Volapük, l'espéranto ou l'ido. Mais chimiste de formation et réfugié en Asie, il demeure à peu près certain que Bliss n'a pas trop été influencé dans son approche par les travaux de son époque. Quand il se met au travail, Bliss ne sait par exemple pas que Voltaire ou Leibniz s'étaient déjà pensé sur la question quelques siècles auparavant. En revanche, il y a un ouvrage de linguistique et de sémiologie de 1923 qui a eu un impact considérable sur son approche, The Meaning of Meaning, le sens du sens, qui établit un triangle de référence sémiotique dont Bliss s'inspirera beaucoup. En tout cas, Bliss se met à travailler sur un système de symboles universels dès son arrivée en Australie, sur son temps libre, faute de financement et faute d'intérêt par le monde académique local. Il nomme son système World Writing, mais en change ensuite le nom en sémantographie pour s'éloigner de la langue anglaise, puis en Bliss Symbol, pour y faire ressortir son nom, probablement pour des questions d'ego peut-être. Charles Bliss cherche à faire connaître au public son invention en 1949 par la parution de 3 volumes dédiés, en vain. Entre 1949 et 1953, lui et sa femme enverront plus de 6000 lettres à des universitaires, à des professeurs ou à des personnalités connues, sans que ça ne serve à grand chose, puisque personne ne leur répond. Mais justement, parlons de l'essence même de l'invention de Bliss, que l'on appelle donc aujourd'hui Bliss Symbol, ou plus simplement en français le système de Bliss. Tout d'abord, tout s'articule autour de 9 symboles individuels qui représentent soit des idées, soit des objets, et le tout utilisant des formes simples. Par exemple, le fait de ressentir est représenté par un cœur, mais la maison par une maison vue de profil. Ces symboles peuvent s'associer pour former des mots plus complexes. Le cinéma, par exemple, est écrit avec une maison suivie d'un film, et le film est lui-même composé d'une caméra et d'une flèche. Parfois, les symboles fusionnent aussi. La bouche et l'oreille servent par exemple à désigner le langage. On peut arriver très rapidement à un enchâssement complexe. Par exemple, prenons ce symbole, la personne. Avec une croix, on note le pluriel. C'est un groupe. Mais avec une deuxième croix, on obtient la nation. Prenons désormais à part le demi-cercle horizontal, qui signifie penser. Avec la flèche, cela veut désormais dire guider, orienter. Et bien, si on met le tout ensemble, on obtient démocratie. Alors ce genre d'association peut paraître logique rétroactivement, mais en réalité, ça ne va pas de soi.
Charles Bliss avait une approche très naturaliste et très matérialiste de la langue et de la communication, comme si elle pouvait totalement s'affranchir du contexte culturel, du contexte social, du contexte géographique. Bliss écrivait alors que tout dans le monde peut être classé comme matière, énergie ou forme mentale. Il en fait d'ailleurs des catégories syntaxiques, qui correspondent alors linguistiquement à ce qu'on appelle normalement le substantif ou le nom, le verbe qui fait l'action, et les adjectifs qui modifient ou qui précisent le sens d'un terme. Tout symbole peut alors être explicitement considéré comme relevant de l'une de ces trois catégories, selon qu'on les accompagne d'un carré, d'un cône ou d'un cône inversé. Si on prend le symbole de l'œil, on peut alors rapidement distinguer œil de voir ou de voyant. Et la graphie a une importance cruciale, parce que le placement d'un mot a son importance dans la pensée de Bliss. La position d'un symbole suit des lignes imaginaires qu'il a nommées ligne du ciel et ligne de la terre. L'oignon se trouve alors enterré, mais l'ananas qui pousse à la surface doit toujours être dans la partie aérienne. En tout cas, si Bliss pensait que son système était universel, il avait néanmoins des partis pris très occidentaux sans que l'auteur ne s'en rende lui-même compte, probablement par ignorance linguistique. Le fait par exemple que la structure de la phrase canonique soit sujet et verbe complément, c'est la norme en Europe, mais ce n'est pas la structure la plus courante, ni celle qui allait de soi en latin, en sanskrit ou en indo-européen, qui préfère toujours le verbe à la fin. Le fait que le système de Bliss conjugue le verbe selon qu'il soit au passé ou au futur, à l'actif ou au passif, c'est également un parti pris qui n'est pas forcément révélateur du fonctionnement humain du langage, puisqu'il existe d'autres manières d'envisager l'expression de la temporalité ou des relations qui existent entre ceux qui font et ceux qui subissent les actions dans une phrase. Et là, sans rentrer dans trop de détails, parce que ça serait un peu compliqué, ce n'est pas le sujet ici, pour les questions du verbe, allez voir le russe, pour les questions des composants syntaxiques, allez voir le basque. Et normalement, vous avez de quoi faire. Le choix même de ce qui constitue le lexique de base est d'ailleurs dû à une composante culturelle, sociale, historique ou géographique. Le fait que les toilettes soient décrites comme un siège ou coule de l'eau, que l'hiver soit décrite comme étant la 4e saison de l'année, ou que le simple fait que le cône de glace ait son importance et son propre symbole, ça ne relève évidemment pas d'universalité transcendantale et commune à l'humanité, mais bien d'un contexte culturel et géographique donné. Malgré la mort de sa femme en 1961, Bliss continue de travailler sur son système d'écriture universel et il imagine que l'intensification du tourisme international représente pour lui une opportunité en or. Mais bon, ça, comme vous pouvez le constater par vous-même, ça n'a pas été le cas, c'est pas vraiment ce qui lui a permis de percer à l'international et de le rendre tout à fait incontournable. Pas vraiment. Bon. Mais vint un beau jour de l'année 1971, un jour comme les autres en apparence, où Charles Bliss apprend une nouvelle qui va beaucoup changer de choses pour lui. Il apprend que depuis 1965, depuis presque 6 ans donc, un centre hospitalier pour enfants handicapés basé à Toronto au Canada utilise son système pour permettre aux enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale de communiquer. Et là on se dit mais quelle success story, putain c'est fou, le gars contre vents et marées, il y a cru, il en a bavé. Il est désormais seul, sans sa femme qui l'accompagne depuis toujours dans son entreprise, et ça l'avait vraiment d'ailleurs très affecté. Et là son invention contribuait à aider les enfants malades, des enfants en situation de handicap, de l'autre côté du monde. Le gars, ça fait 30 ans qu'il bosse dessus, 30 ans qu'on l'ignore, et il y a ça qui se passe, quoi. Et attendez la suite, parce qu'elle ne ressemble pas vraiment à ce que vous êtes en train de vous imaginer, là. Pas vraiment. Charles Bliss s'est alors évidemment rendu dans cet hôpital, et évidemment, il était super heureux d'enfin voir son système de symboles être utilisé. En même temps, imaginez la situation, vous passez votre vie à bosser sur un truc, vous vous tapez des murs, et là, vous voyez le truc vivre, quoi, devant vous. Ça doit être fou, vraiment, de vivre ça. Mais ce que Bliss avait probablement pas imaginé, c'est que tout système d'écriture conçu en laboratoire doit faire l'expérience du terrain pour ensuite y être adapté. C'est un peu toujours le problème avec ce qui relève de l'universel. Ce n'est jamais vraiment universel, ce n'est jamais vraiment intemporel non plus, ça demande toujours des ajustements. Et ceux qui utilisaient le système de Bliss à Toronto l'avaient alors logiquement adapté à leurs besoins, à ceux des enfants handicapés, et surtout ils s'en servaient pour aider ces personnes à parler et à écrire anglais. Et là Bliss, il a littéralement pété une durite. Comme Schleyer et son Volapük, dont j'avais déjà parlé dans une vieille vidéo, Bliss n'était évidemment pas du tout ouvert à la modification, à l'adaptation ou à l'extension de son système d'écriture, au-delà de ce qu'il avait conçu en ermite chez lui. Ça lui paraissait totalement inconcevable. Et surtout, son système avait pour lui l'objectif de s'affranchir des langues naturelles, pour faire des ponts entre les gens de toute culture, et certainement pas s'y rapprocher en facilitant la maîtrise de l'anglais pour un public en difficulté. Ça, mais pas du tout. Charles Bliss n'approuvait également pas la terminologie utilisée par l'hôpital, qui parlait de noms, de verbes, là où Bliss préférait des termes non linguistiques comme matière ou énergie. Limite de leur universalité, certains symboles n'étaient également pas compris comme il l'aurait voulu. Par exemple, la tomate décrite comme un légume, selon la classification occidentale, qui répond à une tradition culturelle et gastronomique, alors que Bliss s'attachait à une définition strictement botanique et logique en dehors de tout contexte culturel. Autre exemple, quand pour décrire ce symbole signifiant nourriture, les professeurs du centre hospitalier expliquaient aux enfants qu'il s'agissait d'une assiette et d'un couvert, pour reprendre la logique que l'on trouve sur les aires d'autoroute ou sur les devantures de restaurants par exemple, Bliss il était
outré, parce que pour lui, c'était pourtant clair, il s'agissait d'une bouche au-dessus de la terre, car la nourriture que l'on porte à sa bouche nous provient de la terre-mère. Cela dit, comme il lui sera rappelé ensuite, beaucoup de symboles n'avaient pas du tout été définis ni en sens ni en définition par Charles Bliss qui s'imaginait alors probablement que leur universalité permettait de s'affranchir de cette contrainte. Bah oui, si jamais on décrit l'essence profonde des choses, il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est accessible à tous. En fait, Bliss pensait naïvement que son système représentait la vraie nature des choses. Et en cette qualité, son système ne pouvait ni être mal compris, ni être mal utilisé. Et puis tout ça, évidemment, c'est sans aborder la question de la propriété intellectuelle, parce qu'après tout, de la perspective de Charles Bliss, ce système était son invention. Même si déposer une langue ou un alphabet paraît tendu sur le plan légal, il lui semblait être une chose nécessaire. Bliss a alors, pour tout ce que je viens de décrire, contrairement à toute attente, harcelé puis poursuivi en justice l'hôpital et il a même menacé le personnel soignant. Et là, quand je vous disais tout à l'heure que vous n'imaginiez pas la suite, je pense que vous n'imaginiez pas qu'on allait aller jusque-là. Fatigué de ses critiques permanentes, de ses plaintes régulières concernant le dévoiement de son invention, Charles Bliss devient persona non grata à l'hôpital en 1974. Le conflit donnera la lumière à Bliss et son invention, jusqu'à avoir un article dans le Times quand même, mais malheureusement pour lui, c'est avant tout vers l'hôpital que les intérêts se sont tournés, puisque les gens cherchaient à en savoir plus sur l'utilisation pratique d'un tel système d'écriture. Et ça évidemment, je vous fais pas un dessin, ça a vraiment encore fait plus péter une durite à Charles Bliss. Le feuilleton judiciaire entre les deux parties dure une dizaine d'années, ponctué par des avancées ou des retours en arrière, que Bliss considérait qu'il rendait service au centre hospitalier en les aidant à mieux faire leur travail. Il attendait alors une très grande reconnaissance de leur part. Mais quand les professeurs du centre écrivaient à Bliss pour avoir de l'aide, puisqu'ils voulaient jouer le jeu malgré tout et ils voulaient faire preuve de bonne foi, eh bien Bliss ne leur répondait dans les faits presque jamais. Par contre, Bliss continue à attaquer l'hôpital. Et d'ailleurs, souvent ces attaques s'accompagnent d'excuses de sa part. Bref, la situation est relativement toxique. Mais en 1982, un point final est mis au conflit. L'hôpital obtient une licence perpétuelle, irrévocable et exclusive du système de Bliss, contre 160 000 $ au créateur. Le plus ironique, c'est qu'entre-temps, Bliss a été fait membre de l'Ordre de l'Australie pour service rendu aux enfants handicapés, pendant qu'il était en train de taper le pognon de l'hôpital. Ça fait toujours plaisir. Toujours. Aujourd'hui, la standardisation du système de Bliss est gérée par une organisation appelée Bliss Symbolic Communication International. Elle publie alors les guides officiels de référence et elle promeut son usage à travers le monde. Mais le système de Bliss n'a jamais vraiment quitté le milieu médical, où il a été adopté par d'autres hôpitaux que celui de Toronto et dans d'autres pays que le Canada. Quoi qu'il en soit, le système de Bliss reste un objet d'étude très intéressant. Par sa singularité tout d'abord, mais aussi pour ses paradoxes. Par exemple, comment expliquer que ce système à visée internationale n'est en réalité jamais utilisé pour autre chose que la lecture de symboles, et donc au fond pour du décryptage. Pourquoi est-ce que ce système n'a jamais eu pour vocation de servir à créer toute une vie artistique, culturelle, des œuvres littéraires? Ce ne serait pas déconnant de la perspective de l'objectif même du créateur. Car après tout, si c'est une langue qui est censée s'affranchir de toutes les autres, eh bien la production d'œuvres ou d'énoncés me paraît être une chose absolument incontournable. Cette réticence à créer directement en système de Bliss, elle prend probablement source dans le contrôle que Bliss faisait preuve lui-même vis-à-vis de sa propre invention, qui limitait donc évidemment leur appropriation par les autres et la profusion créative des autres. Ensuite, le système de Bliss a été pensé comme étant une langue graphique affranchie des langues orales. Mais en réalité, nous apprenons tous une langue à l'oral avant de savoir lire ou écrire, et c'est probablement pour cette raison que plusieurs linguistes ont conclu qu'il était impossible d'avoir une langue écrite strictement autonome. Parce que même si les Chinois écrivent avec le même système d'écriture des dialectes différents, et même s'ils se comprennent à l'écrit quand parfois ils ne le peuvent pas à l'oral, ce qui n'avait pas échappé à Bliss, ce qui l'avait d'ailleurs profondément inspiré, eh bien malgré tout, l'écriture chinoise demeure profondément liée à la prononciation du mandarin et à l'histoire de celle-ci. J'en avais d'ailleurs parlé dans cette vidéo si vous voulez en apprendre plus. Les paradoxes inhérents au système de Bliss qui prennent leur source dans le décalage qui existe entre l'objectif inatteignable fixé par son créateur et l'utilisation actuelle qui est faite de ces symboles, eh bien ça a été plusieurs fois abordé par des linguistes, souvent, on peut le dire, de manière un peu ironique ou parfois un peu moqueuse. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que le système de Bliss n'est ni universel, ni totalement autonome, et il est moins précis et assez réducteur par rapport aux langues naturelles de ceux qui l'utilisent, mais ça demeure malgré tout un outil formidable pour faire le pont entre les personnes atteintes de pathologies liées au langage et le monde extérieur qui leur serait sinon encore plus difficile d'accès. Alors évidemment, ce n'était pas du tout l'objectif de Bliss. En quelque sorte, son système d'écriture porte son nom alors que ce n'est jamais ce qu'il a lui-même voulu. Et quelque part, c'est donc une invention malgré soi. C'est un peu comme le sopalin ou la tarte tatin. Mais est-ce grave au fond? Est-ce que c'est si important? Quoi qu'il en soit, l'histoire de ces personnages, elle demeure fascinante. Et c'est toujours quelque chose d'assez intéressant et singulier de se pencher sur les gens qui ont créé ou qui ont voulu créer des objets linguistiques, alors qu'ils n'avaient eux-mêmes pas, à la base, les connaissances théoriques pour pouvoir faire ce genre de choses. Et moi, j'y vois un parallèle un peu avec l'art naïf. Il y a quelque chose vraiment d'art naïf, dans leur démarche. Bon, en tout cas, maintenant, cette vidéo touche à sa fin, et je vous invite donc à aller sur la boutique, à vous abonner, à commenter, évidemment,
Allez voir tous les liens qui peuvent être en description, qui pourraient potentiellement vous intéresser, à me rejoindre sur Twitch. Et voilà, bonne journée à vous. Au revoir. Et je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par Call of War, les liens sont en description, n'hésitez pas à aller faire un tour.